Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis coach en sommeil et doula. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans le dur, en tout cas un épisode un peu plus généraliste, un peu plus manifeste quelque part, que j'aimerais bien intituler « Est-ce que les coachs en sommeil sont vraiment tous et toutes des charlatans ou pas ?» Une autre façon de formuler les choses, c'est est-ce qu'il existe vraiment une technique standardisée et magique pour apprendre à un bébé à dormir ? La réponse est non, et les personnes qui vont vous faire croire que oui, oui, du coup, à mon sens en tout cas, vous font une fausse promesse, c'est parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous parler vraiment de méthodologie, de comment est-ce que concrètement, moi, je peux parler que de mon cas personnel, bien sûr, mais comment est-ce que moi, je regarde la situation d'un trouble du sommeil ? Quelle sphère je vais venir interroger ? Comment est-ce que il y a toute une méthodologie qui travaille à la fois sur le physique, le psychique, le physiologique, l'historique, plein de choses. Et pourquoi est-ce que, en fait, on se parle vraiment d'un métier avec une expertise et pas juste, je vous partage en gros ce qui a marché pour mes gamins ou ce que j'ai appris des techniques un peu mainstream en espérant très très fort que ça marche. Non, pas du tout. Donc voilà, on va poser ça là 5 minutes. Grosso modo, la réalité du sommeil, et même en fait de la physiologie de l'enfant de manière générale, c'est qu'on ne peut pas standardiser un apprentissage. Et surtout pas l'apprentissage de l'autonomie de l'endormissement. On a déjà fait un épisode sur le sujet, de pourquoi quand même l'autonomie de l'endormissement, c'est une acquisition importante pour améliorer le sommeil, parce qu'en fait tout simplement ça vient aider l'enfant à construire une résilience et une capacité d'auto-apaisement en douceur et en sérénité pour lui permettre de gérer ses réveils nocturnes tout seul quand c'est possible. Encore une fois, ça ne l'est pas toujours, et c'est normal. Et donc le propos de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être de remettre l'intuition au centre, et puis qu'on puisse un peu tous et toutes se reconnecter parce que ce qu'on vous propose en tant que coach, c'est vraiment des points de repère, quoi, tout simplement. Et que toutes les informations sur le sommeil de l'enfant, la physiologie, les rythmes, les rituels, tout ça maintenant sont des informations qu'on trouve assez facilement. Mais parfois, même avec ces infos un peu de base, on n'arrive pas à se sortir d'une situation problématique et donc, parfois, un accompagnement personnalisé, souvent même, c'est quand même nécessaire. Et comment est-ce que du coup, toutes ces données un peu scientifico-développementales de un enfant ça marche comme ça et du coup ça a tel besoin de rituels, de prévisibilité, en fait comment est-ce que ça s'articule dans votre famille, dans vos relations uniques des membres de votre famille, voilà. Comment est-ce que le général n'est pas suffisant pour traiter les problématiques particulières ? Concrètement du coup, pourquoi partir sur des titres un peu chocs comme ça ? Déjà, en fait, j'aimerais bien vous parler un petit peu du contexte qui m'a fait vouloir parler de ça aujourd'hui. C'est un contexte où quand même les médias, les réseaux sociaux attaquent beaucoup le métier de coach en sommeil. Et la vérité, c'est que, en fait, je comprends les doutes, je comprends les réticences. Alors, beaucoup plus quand elles viennent de parents que quand elles viennent d'autres personnes de type média qui essaient pas de comprendre comment on bosse, mais en tout cas, je comprends qu'on puisse se sentir réticent, clairement. Et qu'en tant que parent, quand on met autant d'espoir et même souvent autant d'argent dans un accompagnement et que ça marche pas, quand on est soi-même déjà dans une grande vulnérabilité, je vois pas comment on pourrait pas être déçu, clairement. Et c'est vrai aussi que la profession de coach en sommeil n'est pas réglementée. Et donc, beaucoup de coachs n'ont pas finalement une formation, on va dire, aboutie ou qualitative sur, à la fois la science du sommeil, la physiologie, les mécanismes, ce qui se passe dans le cerveau, tout ça. Et puis, comment est-ce qu'on adapte ces données scientifico-physiologiques ou développementales à une situation unique. Donc, grosso modo, le discours un peu détracteur des coachs en sommeil a tendance à mettre un peu tout le monde dans le même panier, quand même. Et pour le coup, quand on fait ce métier par conviction, ce qui est mon cas, avec on essaye un minimum d'éthique,
et parfois même une forme de dévouement, ben c'est aussi assez décourageant, quelque part. Donc en gros, cet épisode-là n'est pas là pour servir de tribune pour défendre le métier. Ça a déjà été fait à l'écrit, notamment par Kelly, mon associé, qui l'a fait avec beaucoup de justesse. Mais par contre, j'aimerais bien que ce soit une petite ouverture sur comment est-ce qu'on travaille, avec quel bagage théorique, pour qu'en fait on puisse être transparent et qu'on puisse aussi porter une voix bienveillante dans ce débat qui est parfois quand même assez violent, assez accusateur. Donc, quand on regarde la situation d'un enfant avec une ou plusieurs problématiques de sommeil, moi je pense en tout cas, ça n'engage que moi encore une fois, mais qu'il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, une méthodologie à observer. D'abord, on va venir regarder l'état physique de l'enfant et de la famille. Encore une fois, l'enfant n'est pas un électron libre qu'on peut étudier comme ça à la loupe, isolé de son contexte. Et ma façon en tout cas de comprendre le sommeil de l'enfant, c'est toujours de comprendre l'enfant au sein du système dans lequel il évolue, qui est sa famille. Donc, on regarde déjà l'état physique de l'enfant, de sa famille, de ses éventuelles problématiques de santé dans son histoire, des hospitalisations, des troubles, des douleurs, des inconforts. Tout ça, c'est un peu la base, parce qu'on ne va pas travailler de la même manière avec un enfant qui est en souffrance ou qui est en état d'inconfort qu'avec un enfant qui ne l'est pas, bien évidemment. Et puis, on va venir faire acter quand même cet état par éventuellement un rendez-vous pédiatre et ou ostéo et ou quel que soit le professionnel qui sera adapté pour ce questionnement. Parfois, c'est même plusieurs. Mais donc, il y a un peu ce noyau. Moi, je visualise les choses comme des cercles un peu concentriques. Le noyau, c'est le physique. C'est est-ce qu'il y a de la douleur, est-ce qu'il y a de l'inconfort ? Première chose. Après, on change de cercle pour arriver bien sûr dans l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui peut influer le sommeil, j'ai envie de dire de manière directe. L'alimentation, la maison, le mode de garde, voilà, tout ce qui est vraiment de manière très évidente une influence sur le sommeil de l'enfant. Le sommeil, souvent, c'est quand même un baromètre, c'est un reflet, c'est-à-dire quand on a mis en place, grosso modo, les recommandations qu'on trouve facilement maintenant sur Internet de rythme, rituel, patin couffin, et qu'il y a quand même un problème, c'est que la solution est beaucoup plus subtile et qu'en fait le sommeil reflète de cette problématique moins évidente quelque part. Et puis, comme je vous le disais, on va regarder la famille, et la famille au global, les relations entre les membres de la famille, les habitudes, les valeurs, l'état émotionnel de chaque personne individuellement. On va regarder l'état de la complicité dans la relation parent-enfant, dans la relation parent-parent aussi parfois, si évidemment la famille l'accepte, moi je ne veux pas être intrusive, et puis s'il y a 2 parents, parce que c'est pas le cas tout le temps, typiquement coucou, moi je suis maman solo donc je connais bien, on va regarder la sécurité émotionnelle et on va regarder l'histoire, pas seulement de l'enfant, mais peut-être aussi l'histoire du parent, parce qu'il est possible parfois qu'un enfant vienne réactiver, l'arrivée d'un enfant, vienne réactiver certaines douleurs, certaines blessures, certains traumas de nos histoires de parents. Dieu sait que c'était mon cas. Et vraiment, c'est la somme de toutes ces évaluations, de tous ces facteurs, qui va nous indiquer quelle est l'équation spécifique à résoudre pour cet enfant, dans cette famille, avec les limites et les objectifs qui sont propres à cette famille. De mon côté, moi je me suis formée aux États-Unis en 2019, c'est là où la profession a émergé et a commencé à se réglementer, mais je n'ai jamais finalement cessé de me former, un peu en continu. Je suis devenue doula pour comprendre la physiologie de l'accouchement et du postpartum, parce que ça joue sur le sommeil. Je viens de terminer là une formation auprès d'une psychologue clinicienne sur la théorie de l'attachement, sur la théorie de l'attachement et la théorie polyvagale et la régulation du système nerveux et le psychotrauma, pour être capable de détecter en fait ces difficultés-là chez les personnes que j'accompagne, les recevoir, les rediriger, parce que ça joue aussi sur le sommeil. Et vraiment là, j'aimerais bien m'arrêter là-dessus une seconde quand même, parce que dans la pratique, il y a des illustrations de pourquoi.
Donc j'ai reçu récemment en consultation une maman qui était terrifiée par la mort subite du nourrisson. Mais terrifiée. Évidemment que je ne donnerai pas plus de détails que ça, parce qu'elle est loin d'être seule dans ce cas-là, mais on va quand même protéger son anonymat. Néanmoins, cette consultation-là, en fait, elle n'a fait qu'évoquer le sommeil, parce que la problématique avec laquelle cette personne venait, c'était autre chose. C'est-à-dire, d'après moi, en tout cas, très humblement, d'après moi, que en tant que parents, on a tous et toutes peur de perdre nos enfants ou qu'il leur arrive quelque chose. Ça, c'est le starter pack. On le vit plus ou moins fort en fonction des phases, des épreuves qu'on traverse, mais on le vit. Sauf que, pour la plupart d'entre nous, on peut vivre avec cette angoisse. Elle n'est pas paralysante, c'est juste une espèce d'inquiétude plus ou moins ressentie qui plane parfois dans l'arrière-fond. Mais parfois, pour certains autres d'entre nous, cette angoisse-là, elle prend toute la place, tout l'espace. Elle est tétanisante, elle nous réveille la nuit et elle maintient en situation d'hypervigilance constante. Moi, j'ai vécu ça pour mon premier enfant et pour le coup, dès la découverte de ma grossesse, jusqu'à ce que je commence une thérapie quand mon premier enfant avait plus d'1 an et demi. Et en gros, cette hypervigilance, ces angoisses sont autant de signaux qu'il y a quelque chose à aller réparer chez le parent, dans son histoire. Et surtout, ça joue sur le parent qu'on devient, parce qu'en fait on s'épuise, parce qu'on est plus perméable à la dépression postpartum, qui, petite astérisque, on le rappelle, touche aussi les coparents, parce que ça nous rend plus irritables, moins disponibles, moins connectés à notre intuition, moins connectés à la relation, tout ça. Et donc, en tant que professionnel de l'accompagnement parental, j'estime que pouvoir recevoir ces difficultés, et puis les recevoir sans jugement, bien sûr, les expliquer, les communiquer, apporter des éléments de réponse, et surtout un soutien constant, c'est fondamental. La fatigue extrême, la torture du manque de sommeil et la parentalité en général réveillent tellement de nos blessures d'enfants, de nos traumas, de nos difficultés relationnelles. Et toutes ces valises impactent directement notre capacité à pouvoir encaisser le postpartum déjà, à accepter qu'un petit être dépend essentiellement de nous et que ça prend une taxe sur notre indépendance, notre identité, notre liberté. Et donc, je vais parler régulièrement dans ce podcast d'attachement parce que je pense, encore une fois, qu'il s'agit d'un prisme de lecture extrêmement riche pour comprendre ces difficultés, pour les exprimer et peut-être aussi pour commencer à décoller ce qui, dans notre histoire, est problématique, des situations dans lesquelles ces parts émotionnelles s'activent et prennent toute la place finalement. Voilà, donc c'est un tout petit tour d'horizon, c'est un tout petit manifeste audio sur le métier que j'exerce, sur comment j'estime qu'il y a une formation continue qui est nécessaire pour pouvoir le faire de manière ajustée, pour le faire évoluer, pour vous dire que on ne peut pas comprendre le sommeil de l'enfant comme simplement le fait de répéter des formules toutes faites et des techniques old school de dressage au sommeil qui, soit dit en passant, sont traumatisantes pour les enfants et pour les familles. Je consacrerai un épisode entier sur les conséquences psychologiques du fait de laisser pleurer un enfant. On a déjà fait un épisode sur le laisser pleurer qui était une entrée en matière, mais à la lumière des différentes formations que j'ai suivies, je pense que c'est important en fait de venir dire concrètement qu'est-ce qui se passe pour un bébé qu'on laisse pleurer, qu'est-ce qui se passe au long terme, quel adulte ça va devenir, et peut-être, j'espère en tout cas que ça pourra vacciner contre cette pratique-là. La plupart d'entre nous, enfin qui m'écoutez, je sais qu'on n'est pas 800 000 non plus, mais enfin bon, c'est une petite mini-pierre à l'édifice. Mais donc voilà, ce petit épisode, il est là pour essayer de venir comprendre en fait tous les enjeux physiques, physiologiques, psychiques et émotionnels qui sont portés ou reflétés par le sommeil. C'est vraiment un peu un genre de droit de réponse, de venir montrer qu'il y a une éthique, il y a une conscience, il y a une expertise et il y a une méthodologie à cette pratique, en tout cas de mon côté, et puis chez Bébé et Confidence de manière générale.
tout ce qu'on vous recommande, au-delà des tips, en gros, des choses faciles à trouver maintenant sur Internet, il y a un vrai accueil de l'émotionnel, de l'histoire et de l'état de la famille au global. Et voilà. Donc, je vous embête pas plus avec ça. C'était vraiment pour vous expliquer un petit peu, vous donner une idée concrète aux personnes que ça intéresse, bien sûr, de comment je vois les choses, tout simplement. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter, à mettre des petites étoiles sur vos applis de podcast préférés, à en parler autour de vous, à vous abonner, vraiment c'est important. Et puis à m'écrire si vous le souhaitez à l'adresse podcast.bebeetconfidence@gmail.com pour participer, réagir, témoigner, tout ce que vous voulez. Quant à moi, il me reste à vous dire bonne fin de journée si c'est la journée, bonne fin de nuit si c'est la nuit, et puis hasta la prochaine pour un nouvel épisode.